Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre avec Johan et Mika. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 14e épisode déjà, avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Bonjour messieurs. Hello, salut Eric. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Un petit mot en passant sur les interviews. Vous l'avez peut-être découvert ces derniers jours avec l'interview de Julia Titeux, la directrice marketing de ChargeGuru, une start-up dédiée aux équipements de recharge. Une nouvelle rubrique donc qui vient compléter le podcast d'actualité et qui sera dédiée à des entretiens avec des personnalités qui comptent dans le monde de la voiture électrique et de l'électromobilité, qu'ils soient constructeurs, marques, opérateurs ou autres acteurs de ce secteur en pleine révolution. Ils viendront à ce micro régulièrement pour nous parler de leur métier et partager avec nous leur vision de la voiture de demain. Concrètement, donc, un jeudi sur deux, nous aurons un podcast interview ou portrait dans lequel nous discuterons avec une personne qui œuvre dans le domaine de la voiture électrique et de l'électromobilité. Voilà, sans plus attendre le sommaire de cet épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de Sony, on va parler de Honda, de Ford, et puis on évoquera aussi les Coréens Kia et Hyundai dans deux sujets différents. Et enfin, on va parler de batterie avec les fameuses cellules 4680. Et on va approfondir un peu le sujet pour savoir de quoi il retourne. Cet épisode est sponsorisé par MrEV.com, boutique en ligne d'accessoires de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur MrEV.com, vous trouverez toutes les solutions de recharge adaptées à votre véhicule électrique, notamment des câbles de recharge à la longueur personnalisée, ainsi que des bornes de recharge fixes ou mobiles. Si vous avez besoin de conseils, les experts de MrEV.com vous répondent par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mr-ev.com. Alors le premier sujet, donc Sony s'associe à Honda pour produire ses futures voitures électriques. Alors Sony avait présenté au CES, au salon de l'innovation de Las Vegas il y a 2 ans, un prototype en fait de voiture électrique, ce qui avait un petit peu surpris tout le monde parce que c'était arrivé sans prévenir. Et eh bien il semblerait que ce soit pas juste un véhicule de salon, et que Sony ait de sérieux projets dans ce domaine, des projets même qui sont assez avancés, Mika. Ouais, effectivement, Sony avait présenté au CES en janvier 2020, j'y étais d'ailleurs, j'avais pu la voir cette voiture, la Vision S01 qui était une grande berline électrique. À l'époque, il l'a présentée comme un véritable démonstrateur technologique, puisqu'au-delà de Sony, il y avait différentes entreprises, dont Magna et Qualcomm et d'autres experts des technologies qui s'étaient associés pour construire ce démonstrateur. Donc on s'est tous dit, finalement, Sony embarque dans une voiture le meilleur de chacun. Et donc 2 ans plus tard, donc c'était là en janvier, ils ont présenté un autre modèle, la S02, qui a été un SUV conçu sur la même plateforme. Et là, on a commencé à se dire, là, Sony commence un petit peu plus à s'intéresser au sujet. Ils ont dans la foulée lancé une division dédiée à l'automotive, donc aux voitures. Et là, ils ont annoncé un partenariat avec Honda pour finalement industrialiser un premier modèle à partir de 2025. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est d'utiliser le savoir-faire d'Honda en matière de conception de véhicules et d'industrialisation, et d'utiliser donc le constructeur japonais pour construire et industrialiser la voiture en se basant sur toutes les technologies qu'ils ont développées, donc Sony et tous ses partenaires. Donc c'est intéressant, et finalement ça fait encore un constructeur de plus dans l'échiquier et un nouvel acteur qui s'intéresse à la voiture électrique. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations sur les données techniques de la voiture. On sait simplement qu'il y aura un moteur de 400 kW sur le démonstrateur. La batterie, elle est pas du tout à indiquer. Il y aura beaucoup de technologies à bord, donc des technologies autonomes et connectées. Donc bien sûr, après, il faudra voir ce qui va rester sur le véhicule définitif, mais on a encore un petit peu de temps parce que la sortie, c'est pas avant 2025. Et Mika, tu avais la chance donc d'être à Las Vegas au dernier salon avant Covid, au dernier vrai salon avant Covid. J'y étais aussi d'ailleurs, et cette voiture, tu peux la décrire. Elle était, est-ce qu'elle se rapprochait davantage d'une berline compacte comme la Model 3 ou plutôt comme une grosse berline comme la Model S ? Alors j'ai plus toutes les caractéristiques de l'époque en tête, mais on était quand même plus il me semble qu'on était entre la Model 3 et la Model S. Je sais pas si toi tu te souviens. Ouais, c'est ça, entre les deux. C'était un peu entre deux. Donc quelque chose qui était quand même assez typé, assez expressif. Donc c'était une voiture qui avait pas laissé indifférent, parce que finalement Sony, c'est plus l'inventeur de la PlayStation qui s'intéresse à la voiture électrique, et ça avait fait sourire tout le monde.
Bien sûr, mais justement, les gens étaient relativement incrédules. Enfin, quand on s'intéressait un peu au sujet, on pouvait voir qu'il y avait quand même de sérieux indices pour penser que le projet puisse prendre corps, en fait, parce que aujourd'hui, on l'a vu rouler cette voiture. Enfin, en tout cas, on l'a peut-être pas, personne ne l'a peut-être vu de ses propres yeux, mais on a vu des vidéos qui sont vraisemblablement pas forcément des images de synthèse. Et on sait que Sony a déjà fait pas mal de roulage avec cette voiture et que le projet semblerait assez avancé. Ouais, c'est même courageux encore encore un grand groupe qui se lance dans la voiture électrique. Enfin, le marché devient très très occupé. Et la question, c'est un peu la même question, ça pose tout le temps, c'est comment est-ce qu'ils vont se démarquer des constructeurs généralistes qui ont déjà des voitures aujourd'hui et des spécialistes qui soient des Tesla ou même des Chinois comme Xpeng et compagnie. Qui misent aussi sur des voitures qui sont hautement technologiques. Donc il va falloir encore que Sony fasse différemment. Et ce qui m'interroge aussi, c'est au-delà, toujours pareil, hein, c'est au-delà de la techno et du véhicule, c'est toujours aussi comment ils vont distribuer la voiture. Alors je pense qu'ils vont s'appuyer sur le savoir-faire de Honda en matière d'entretien, réparation via les concessions de la marque, et peut-être s'appuyer sur un réseau de succursales pour la vente du véhicule. Ou alors faire tout en distanciel avec des commandes en ligne. Oui, c'est possible puisqu'on voit que de nombreuses marques s'y mettent pour la commande 100% en ligne. Alors on l'avait déjà évoqué, mais ça nous rappelle d'autres géants de la tech qui se mettent à l'automobile, comme Xiaomi, qui promet une voiture électrique pour, je crois, aussi 2025. Et puis il y a toujours le serpent de mer Apple, dont on n'a pas beaucoup de nouvelles ces derniers temps, mais il semblerait que c'est confirmé que Apple soit sur le coup d'une voiture dans les prochaines années. Donc, c'est intéressant parce que, comme on l'avait déjà constaté, on s'aperçoit que l'automobile, avec l'avènement de l'électrique et de la voiture connectée, n'est plus la chasse gardée des constructeurs historiques, mais permet à d'autres entreprises de la technologie, de la tech, de s'investir dans le sujet. Ce qui veut dire aussi que probablement ils y croient et qu'ils pensent que ça va être un secteur qui va être assez rentable, parce que généralement ils font rarement ce genre de mouvement comme ça par hasard. Johan, ça t'inspire quelque chose? Toi qui est un peu en train d'être entre deux voitures et qui a une commande en cours, est-ce que c'est le genre de voiture qui t'intéresserait? Alors, je trouve que la ligne est plutôt réussie. Après, moi, ce qui m'interroge en tant qu'acheteur d'un véhicule électrique, c'est un petit peu finalement la qualité de service, la qualité de fabrication, et le fait d'aller chez un constructeur qui a priori n'a pas de réseau de distribution. Du coup, qui risque d'avoir du mal déjà à produire des véhicules de qualité. Il y a toujours des petits défauts au début de la production. Le fait de se dire ensuite où est-ce que je vais la faire réparer. Voilà, moi ça m'interroge, et je me dis, je me rappelle un peu de la longue, comment dire, je vais pas dire la longue agonie de Tesla, mais en tout cas Tesla a mis beaucoup de temps pour devenir constructeur. Est-ce que Sony va y arriver même en s'associant avec Honda? Voilà, donc je serais plutôt prudent sur ce type de nouveaux véhicules, de même que les véhicules chinois. J'ai toujours un peu de mal à comprendre en fait la stratégie des groupes tech d'aller vers de l'automobile où la valeur ajoutée est peut-être un peu moins évidente à créer. Donc voilà, je reste en observateur et j'attends de voir un peu ce que Sony va faire sur ce marché. Alors en fait, on se demande effectivement quelle est leur stratégie, mais on a l'impression, comme je le disais tout à l'heure, que l'automobile pour des entreprises de tech est une espèce d'évolution naturelle, de débouché naturel. Après, sur les questions qu'on peut se poser effectivement sur l'éventuel savoir-faire, la fiabilité, le service après-vente, etc. Je dirais que Sony, c'est probablement un peu plus rassurant que certaines startups qui se lancent dans la voiture électrique, puisque Sony, c'est quand même un groupe industriel qui existe depuis très longtemps, qui a un savoir-faire donc dans eh bien la fabrication, dans la distribution, dans le SAV, qui a plutôt la réputation de faire des produits de qualité. Sony, ça a longtemps été classé comme une marque un peu haut de gamme, et puis il s'associe aussi à Honda, qui est un petit peu le pendant de Sony pour l'automobile. Donc c'est-à-dire des produits fiables, léchés, avec un certain caractère. Donc moi je trouve que l'association a du sens. La voiture, alors si je peux donner mon avis personnel, pour le peu qu'on l'a vu, mais quand même sous pas mal d'angles, je la trouve assez réussie aussi, je la trouve jolie. C'est une espèce de mix entre une Model S, une Model 3 et un Taycan un peu. Donc de toute façon,
Je pense que ça, c'est un avis personnel qui n'engage que moi et qui est vraiment une réflexion à part, mais je ne sais pas si en matière d'électrique, étant donné les contraintes que suppose la propulsion électrique en termes d'aérodynamique, éventuellement de poids, d'efficience, est-ce que toutes les voitures ne vont pas finir par se ressembler? Et si on dit qu'elle ressemble à une Taycan ou à une Model 3, c'est tout simplement parce qu'elle est aérodynamique, que c'est une berline et que ces deux voitures sont parmi les plus aérodynamiques du marché. Et donc, il faut s'approcher de ce standard-là. Mais on verra à l'avenir. En tout cas, je suis très curieux de voir et peut-être un jour, on ne sait pas, d'ici 2025, d'essayer cette voiture parce que je trouve cette nouvelle, moi, assez rafraîchissante. Alors, puisqu'on parle de grands groupes industriels, Johan, on va enchaîner avec Ford. Alors Ford vient de créer deux divisions, ou vient en tout cas de diviser ses activités en deux divisions, l'une qui sera dédiée au thermique et l'une qui sera dédiée à l'électrique. Donc les choses bougent aussi beaucoup chez les géants de l'automobile. Yes, bah du coup t'as parlé tout à l'heure des startups qui sont dans le véhicule électrique. Alors là, on est à l'exact opposé, puisque Ford c'est 4 millions de voitures, 150 000 salariés et 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est un très très gros qui vient de faire un mouvement stratégique qui est vraiment considérable. Du coup, en créant donc deux divisions. Donc Ford avait déjà des divisions au sein de son groupe, notamment la division Ford Pro qui vise les professionnels et les entreprises. Donc là, en fait, Ford crée une division pour séparer, enfin deux divisions pour séparer les véhicules électriques des véhicules thermiques. Donc la division Ford Blue, elle va gérer les véhicules thermiques, mais aussi tout le côté ingénierie et production. Et la division Ford Model E, alors ce nom est assez évocateur. Je pense qu'il doit pas forcément plaire à Elon Musk, qui envisageait ce nom pour la Model 3. Et Ford lui a opposé une fin de non-recevoir, puisqu'ils avaient a priori déposé déjà la marque. Donc cette division Ford Model E, elle va s'occuper des véhicules électriques et d'une manière plus précise, en fait, elle a pour vocation de développer la gamme de véhicules électriques donc au sein de chez Ford, mais aussi de développer les composants qui sont nécessaires pour ces véhicules, les plateformes, les moteurs électriques et les batteries. On y retrouvera aussi toute la partie architecture électronique et le logiciel. Et enfin, tout ce qui est gestion du recyclage et de la seconde vie des batteries. Donc on peut imaginer que ça ira même jusqu'à des choses comme du stockage d'énergie avec des batteries de seconde vie. Voilà, donc tout ça, ça va être assez intéressant à suivre. Et donc voilà, ce qui restera en commun quand même a priori, c'est le réseau de distribution. Il n'y a pas un réseau dédié à l'électrique et un réseau dédié au thermique. Et puis quand même un partage d'un certain nombre de composants qui sont communs. Notamment, je pense que la division Ford Blue pour ses véhicules hybrides, par exemple, ira chercher dans la division Model E des moteurs électriques ou des petites batteries. Donc voilà, il y aura quand même des coopérations entre les deux divisions. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette nouvelle, c'est que finalement, en fait, on va pouvoir voir de façon très nette et très distinguée l'évolution des ventes de véhicules électriques et l'évolution des ventes de véhicules thermiques, puisque Ford annonce qu'il y aura vraiment une séparation comptable entre les résultats de chacune des divisions. Donc chacune présentera un bilan, présentera des bénéfices ou des pertes, et ce sera finalement très intéressant à suivre. Moi, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce que les ventes de véhicules thermiques et les ventes de véhicules électriques chez Ford vont à un moment donné se croiser, puisqu'on imagine que le véhicule thermique va baisser et que les véhicules électriques vont augmenter. Ouais, surtout que les premières précommandes ou commandes pour le fameux Ford F-150 version électrique sont très prometteuses, hein, puisqu'ils ont mis à jour à 3 reprises leur carnet de commandes parce qu'ils n'arrêtent pas de grossir. Alors là, on est bien d'accord, donc ce sont des divisions qui sont plutôt des divisions industrielles que réellement marketing. On n'est pas sur une marque dédiée, c'est-à-dire que Ford n'est pas en train de créer une marque pour ces modèles électriques. Hein. Ça restera Ford et ça sera toujours sous la bannière Ford.
Alors, je t'avoue que pour moi, c'est pas clair ça en fait, hein. Il est pas impossible qu'à un moment donné, ils distinguent les véhicules, mais c'est pas très clair pour moi en tout cas. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils pourraient aller jusqu'à créer une marque dédiée pour l'électrique, comme on l'avait un peu évoqué dans un précédent éditorial? Est-ce qu'il y a des marques qui font ça d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des marques qui ont créé, euh, des marques connues qui ont créé une marque électrique, comme par exemple Toyota a pu le faire avec Lexus à un moment, avec son propre réseau de distribution haut de gamme, etc., comme Nissan l'a fait avec Infiniti. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des marques qui auraient créé une division sous sa propre bannière de voitures électriques? C'est pas à ma connaissance. J'ai pas d'exemple en tête. Pas en Europe en tout cas, hein. Peut-être en Chine. Je pense en Chine, les constructeurs chinois font beaucoup de... Les groupes chinois font beaucoup de marques dédiées à l'électrique. Ah oui, d'accord. Mais alors on citait Genesis en exemple, mais c'est pas un très bon exemple parce que je crois que Genesis est la marque haut de gamme du groupe Kia et Hyundai, c'est ça? Hmm. De Hyundai. Mais ils ne font pas que de l'électrique. Bah non. Ouais. Par contre, en Europe, ils ne font que des véhicules électriques et électrifiés. D'accord. Donc un mouvement de Ford qui se met un peu en mode agile, un petit peu en mode start-up pour rester alerte sur un marché qui évolue très 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 rapidement et très fortement. Alors justement, puisqu'on est encore dans les grands groupes industriels, on va passer à l'est maintenant et on va parler un petit peu de la Corée, où il se passe pas mal de choses, notamment avec Kia et Hyundai qui ont fait des annonces assez fracassantes ces derniers jours en matière de développement de leur gamme électrique. Alors, juste un petit peu de contexte, Kia et Hyundai, ils ont des liens, mais c'est vraiment deux marques séparées, hein, Mika. Ouais, c'est deux marques séparées. C'est ici du même groupe, mais effectivement, c'est deux marques séparées. D'ailleurs, les annonces des plans des deux constructeurs ont été faites séparément. Donc, Kia a parlé pour Kia D'accord. et Hyundai a parlé pour Hyundai et Genesis, donc sa fameuse marque haut de gamme. Alors en fait, c'est Hyundai qui détient 33% des parts de Kia. C'est ça, hein, mais c'est une espèce Exactement. de Ouais, consortium, mais ce sont quand même deux marques bien distinctes. c'est ça. Avec des synergies, notamment sur les plateformes. Et les Coréens, c'est les marques qui montent en Europe et on sent qu'ils agacent profondément quand même les constructeurs européens. Là, la Kia EV6 qui a été élue voiture de l'année, elle est passée devant une Peugeot 308 ou une Renault Mégane électrique. J'ose même pas imaginer la tête qu'ils ont fait quand ils ont vu les résultats, hein, parce que les Coréens agacent profondément, et moi je le sais, j'ai entendu, on m'avait déjà fait des réflexions en disant attention sur Automobile Propre, vous parlez trop des Coréens. C'est assez amusant, on sent que c'est des marques qui se sont transformées. Si tu reviens 10 ans en arrière, tu voyais la gueule des Kia et des Hyundai, c'était moche. Et là, aujourd'hui, ils arrivent à faire des voitures qui sont vraiment dans l'émotion. On voit entre l'EV6 et la Ioniq 5, qui en plus ont quand même des positionnements radicalement différents, même s'ils sont sur la même plateforme. C'est pas le même design, c'est pas la même utilisation. Ils arrivent quand même à faire des choses qui sont assez fortes, et ils vont encore aller plus loin. Donc, coup sur coup, les deux marques ont annoncé des plans, enfin plutôt des mises à jour de plans, parce que les plans avaient déjà été annoncés. Alors, c'est Hyundai qui a attaqué le premier, avec un plan qui prévoit le lancement de 17 nouveautés électriques d'ici à 2030. Donc il y aura 11 véhicules Hyundai et 6 véhicules pour Genesis, avec une gamme complète qui va comprendre chez Hyundai 3 berlines, 6 SUV, un utilitaire léger et un modèle qu'ils appellent d'un nouveau genre. Donc on imagine que ce sera quelque chose qui sera un petit peu différent, pourquoi pas un véhicule de micro-mobilité comme a fait Citroën avec la MI. Et en la prochaine étape, donc chez Hyundai, ce sera le coupé Ioniq 6 qui arrivera en fin d'année, suivi par le Ioniq 7, donc le gros SUV qui lui arrivera un peu plus tard en 2024. Et Genesis, il va arriver aussi en Europe avec le GV70 électrique. Le Ioniq 6, c'est un grand coupé, ça veut dire quoi? On en sait un peu plus? Ça va être une berline coupée de type Taycan ou un vrai coupé sport? On sait n'a ça? pas encore, enfin, on n'a qu'un concept, on n'a que les concepts pour l'instant. On sait qu'il reprendra la plateforme de la Ioniq 5, D'accord. mais après, on n'a pas encore toutes les informations techniques dessus. Mais ce sera effectivement, chaque véhicule aura une philosophie très différente. Chez Hyundai, il y aura pas forcément de trait commun entre le Ioniq 6 et le Ioniq 5. Et c'est un peu la volonté du constructeur là-dessus. Et d'aller justement vers d'autres choses. Et il prépare également chez Hyundai une nouvelle plateforme qui s'appelle IMA, qui sera également sans doute partagée avec Kia. Et cette plateforme, elle aura pour particularité de pousser encore plus loin la standardisation des véhicules et l'utilisation des moteurs, batteries, etc. Et ils vont travailler aussi sur ce qu'ils appellent
un système qui s'appelle le Cell to Pack, le CTP, où ils vont pouvoir directement intégrer dans le châssis les cellules de la batterie sans passer par des modules intermédiaires. Donc ça veut dire que ça va coûter moins cher, ce sera moins lourd. Donc ça, c'est une technologie a priori qui serait aussi développée en partenariat avec le chinois CATL, donc, et qui sera entreprise par Kia. Et si on en vient maintenant sur Kia et sur le plan électrique de Kia, eux, ils annoncent 17 nouveautés électriques d'ici à 2030, avec 14 nouveautés d'ici à 2027 chez Kia. Et la prochaine étape, ce sera le grand SUV qui s'appelle l'EV9, l'EV9. Alors, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, comment la prononciation pour l'Europe. Il a été présenté en novembre à Los Angeles. Alors, il est d'abord conçu pour le marché américain, mais nous, on a échangé avec la marque en début d'année qui nous a confirmé qu'il serait aussi commercialisé en Europe. Et donc, au-delà de ce grand SUV, il y aura des véhicules de segment inférieur à l'EV6. On attend notamment aussi 2 pick-up électriques. Donc voilà, il y a vraiment une gamme complète de véhicules qui s'annonce. Et toujours pareil avec le partage des plateformes entre les deux marques. Donc c'est vrai que les Coréens, en ce moment, ils sont en train de taper très très fort et ils lâchent pas la pression sur les autres constructeurs. Ouais, c'est phénoménal même, puisque si on cumule les deux marques, on va dire que d'ici 2030, ils nous promettent plus de 30 nouvelles voitures électriques, plus de 30 modèles. C'est monstrueux, c'est plus que tout ce que vont proposer tous les Européens réunis pratiquement. Et juste avec deux marques, et puis avec effectivement une volonté de, entre guillemets, de blaster le marché, c'est-à-dire d'adresser à peu près tous les segments de marché, de la petite berline jusqu'au très gros SUV, plus des voitures, comme tu le disais, d'un nouveau genre. Donc on sait pas du tout ce que c'est. Peut-être que ça sera des voitures volantes, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, une grosse volonté de tourner la page du thermique assez rapidement et d'aller à fond sur l'électrique. Alors justement, puisqu'on parle de Kia, on a fait cette semaine, donc Hugo de la rédaction d'Automobile Propre a fait un essai grandeur nature, on va dire, en réel, de l'autonomie de la Kia EV6, donc la voiture de l'année, de l'autonomie de la Kia EV6 sur un trajet Marseille-Paris, en passant par des charges sur des bornes Ionity et uniquement par autoroute. Et le résultat est plutôt satisfaisant, Mika, justement. Ouais, c'est un petit peu les aventures d'Hugo sur les longs trajets en voiture électrique, c'est un peu sa spécialité. Et il nous a fait déjà quelques vidéos sur la chaîne où à l'époque, alors quand on remonte à quelques années en arrière, où il galérait sur les bandes de recharge. Donc là, a priori, c'est beaucoup moins le cas. Et il y a quasiment, je crois que c'était 8 ou 10 ans, il faisait notamment l'essai d'une Renault Zoé électrique où il avait mis 18 heures à faire le même trajet. Donc là, ça a été forcément beaucoup plus court. Et justement, cette aventure, cette vidéo qui dure un peu plus de 20 minutes, vous allez la retrouver sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. La petite pub, elle est placée. Et justement, on voit que cette Kia EV6, elle est quand même pas mal foutue parce qu'il arrive, lui, il a fait quelques mesures, il a 26 kWh, 25-26 kWh de consommation moyenne. Alors, la batterie, elle est conséquente. Kia a fait le choix de prendre directement la grosse batterie, de ne pas prendre la petite batterie comme le fait Hyundai avec la Ioniq 5. Et ça donne plus de 300 km d'autonomie réelle en conditions autoroutières à 130 km/h. Donc là, on est quand même sur une voiture qui est polyvalente et qui peut avoir les longs trajets parce que 300 km d'autonomie, ça veut dire qu'on s'arrête toutes les 2 heures, 2 heures et demie. Donc c'est quand même correct. C'est même 330 km. Ouais. Et effectivement, sur Marseille-Paris, sur un trajet qui fait plus de 700 km, il s'est arrêté 3 fois. Et finalement, il a mis en tout un peu plus de 9 heures, je crois. Très honnêtement, on ne mettrait pas beaucoup moins avec une thermique. Si on est un conducteur raisonnable qui respecte les limitations de vitesse et qui s'arrête à peu près toutes les 2 heures pour se dégourdir les jambes, plus une fois pour déjeuner, on est à peu près dans les mêmes temps de passage. Ouais, et puis la recharge n'a pas duré trop longtemps. Il a pas atteint forcément le pic, je crois. Hein. Il était à 239 annoncé. Oui. Il était sur 100 kW en moyenne. Donc ça reste correct. Hein. Finalement, on voit que c'est une des premières aussi. Bon, il y avait la Tesla modèle de la gamme Tesla avant, mais cette Kia EV6, c'est aussi une des grandes routières électriques d'aujourd'hui, un peu plus accessible pour le grand public qu'une Taycan ou une Audi e-tron GT. Surtout qu'il a roulé, comme il le précise, donc c'était une journée de février, enfin il faisait encore pas très très chaud, et il a roulé au régulateur à 130 tout le long, donc il s'est pas bridé à la vitesse à laquelle on dit qu'idéalement il faut rouler en électrique, c'est-à-dire entre 110 et 120. Là, il a roulé à 130 et il a quand même 330 km avec un léger vent de face en plus, avec 330 km d'autonomie.
sur l'autoroute. Et là, ça garantit vraiment un voyage serein, parce que 330 km d'autonomie sur l'autoroute dans ces conditions, on sait que sur à peu près maintenant sur tous les grands axes autoroutiers français et européens, on n'est jamais à plus de 200, maximum 250 km d'une station de recharge haut débit, notamment Ionity, mais on sait aussi que Tesla va ouvrir les siennes progressivement, donc ça va devenir pratiquement banal maintenant. Et puis si on projetait cette moyenne sur route nationale et départementale, c'est-à-dire avec des moyennes avec des maximums entre 80 et 90 km/h, on imagine que la voiture atteindrait très aisément probablement les 400 km d'autonomie. Donc là, ça devient sérieux là. Très bien. Le dernier sujet, c'est le sujet technique. On va parler de batterie. Alors les batteries, on en parle beaucoup. C'est un sujet très technologique qui parfois est un petit peu complexe. Et qui amène pas mal de discussions, notamment sur la puissance, sur la capacité de charge, sur la vitesse de charge, sur le recyclage aussi, questions environnementales. Et puis on a cette question sur les cellules 4680. Alors là, je vous pose vraiment une question de débutant. Johan, c'est quoi les cellules 4680 ? Alors, c'est un nouveau format de cellules qui est introduit par Tesla. En fait, ils les ont présentés à l'occasion du Battery Day en 2020. Et c'est un nouveau format qui fait suite en fait aux cellules actuelles qu'on connaît chez Tesla, qui sont les 2170. Et en fait, c'est tout simplement des cellules qui se présentent un petit peu comme une grosse pile. Donc c'est comme ça chez Tesla. Sauf que là, en fait, elles ont un diamètre plus large et elles sont plus hautes que les premières piles, on va dire, de chez Tesla. Donc en gros, elles ont 80 mm de haut et 46 mm de diamètre. Voilà, donc ça fait une grosse pile ronde qui est plutôt cylindrique et qui est en fait plus dense, donc qui a un certain nombre d'avantages, qui est plus dense, dont le processus de fabrication a été amélioré par Tesla. Et c'est des cellules qui sont destinées, en tout cas au départ, elles étaient destinées à équiper davantage le Cybertruck et le Semi. Et puis au fil du temps, Tesla semble avoir changé un petit peu sa stratégie. Et aujourd'hui, elles doivent être déployées dans des évolutions à venir du modèle Y. Voilà. Donc en fait, ces cellules, elles ont un certain nombre d'avantages. Donc je l'ai dit, le format de la batterie, il est plus dense et plus rapide à charger. Le processus de fabrication a été amélioré par Tesla. Donc il devrait pouvoir aussi en produire plus vite et en plus grande quantité. L'anode, elle est dotée d'un silicium spécifique à Tesla, qui a priori est plus abordable et plus résistant. Elle utilise moins de cobalt, plus de nickel, et on recycle mieux la cathode. Et enfin, ce qui est important à retenir, c'est que le pack batterie, en fait, il devient une part de la structure du véhicule. Donc c'est comme si la batterie, ces cellules-là, venaient en fait s'intégrer dans le châssis pour donner plus de résistance, mais aussi pour réduire le poids. Donc voilà, c'est finalement c'est plus une innovation qu'une révolution, mais ça donne en fait l'avenir de l'architecture de batterie de Tesla. C'est un pack qui vient qui fait partie intégrante du châssis. En fait, et alors du coup, est-ce que c'est ça en fait, ce pack batterie devient structurel en fait. C'est ça. Et ça pose pas la question de la facilité de remplacement. Est-ce que ça risque pas d'être un peu plus compliqué à changer lorsqu'il faut faire un changement d'une cellule, ou on ne sait pas encore en fait? C'est une très bonne question. On ne sait pas encore exactement. Après, j'imagine que Tesla a réfléchi à la question, ou alors peut-être que c'est une autre option. Hein, c'est intéressant. Ce serait de dire, un peu comme les smartphones où finalement on change très peu la batterie. On accepte qu'elles sont un peu plus compliquées à démonter, à changer en fait, puisque dans la durée de vie d'une voiture, d'une voiture électrique, je sais pas combien de changements de batterie il y aura, mais certainement qu'une grande majorité des véhicules ne changera jamais de batterie en fait. Donc c'est pas impossible qu'ils aient fait ce choix à cause de ça. Ce qui irait un petit peu à contre-courant de la tendance chinoise qui veut que les constructeurs travaillent de plus en plus sur des voitures dont on peut changer les batteries plutôt que de les recharger. Ouais, à cela près que Tesla a 10 ans d'expérience et que les Chinois démarrent. Et donc c'était la première intention de Tesla. Et finalement, on se rend compte qu'il semble en tout cas faire marche arrière là-dessus.
Et alors que les Chinois, eux, se disent, bah tiens, on va essayer. Et ces batteries, avec les autres avantages pour le consommateur, au-delà de cette technologie, est-ce que c'est des batteries, oui, comme tu le disais, qui seront plus vite, qui se rechargeront plus vite? Est-ce qu'à densité égale et poids égal, elles auront plus d'autonomie aussi? Bah du coup, elles permettront effectivement plus d'autonomie, une recharge rapide. Effectivement, en tout cas, c'est ce que le constructeur explique sans donner trop de détails. Ce qui est intéressant, c'est qu'il disait aussi chez Tesla, quand ils ont présenté cette nouvelle cellule, c'est qu'en fait, elle permettait de baisser de 56% le coût du kilowattheure stocké. Donc du coup, ça, c'est extrêmement intéressant, financièrement aussi pour Tesla. Et puis, on peut imaginer que ça permette aussi pour les gros véhicules, je pense au Semi ou au Cybertruck, d'arriver dans des niveaux de prix qui soient quand même raisonnables. Parce que s'il faut une batterie immense et que ça coûte super cher, ça va être compliqué d'être compétitif face aux véhicules thermiques. Donc concrètement, ça pourrait vouloir dire par exemple qu'à surface et à volume égal, on pourrait avoir un peu plus d'autonomie. C'est-à-dire que, imaginons qu'on mette ce pack de batterie dans une Model 3, au lieu d'avoir 75 kW, on aurait peut-être, on peut imaginer 85 ou 90 à volume équivalent. Ouais, effectivement, on peut imaginer ça. Après, il me semble qu'Elon Musk a fait une sortie assez récente sur la question de l'autonomie en disant que finalement, c'est pas nécessaire en fait de mettre des batteries qui soient immenses dans les véhicules parce que ça sert à rien de transporter autant de poids. Donc, à voir si la course à l'autonomie entre les constructeurs automobiles lui fera changer un petit peu d'avis et puis mettre ces cellules dans absolument tous les véhicules et de faire cette course à l'autonomie. J'imagine que oui, mais moi je reste convaincu qu'on n'a pas forcément besoin d'une batterie immense dans un véhicule électrique. Bien sûr. Et que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Je crois que c'est une tendance qui se dégage un peu aujourd'hui. On commence à avoir un consensus là-dessus, c'est de se dire. Alors c'est vrai que Musk avait promis quand il a annoncé le Roadster en 2017 qu'elle aurait 1000 km d'autonomie, je crois. Bon, on en est bien revenu, en tout cas, il communique moins là-dessus. On sait que les meilleurs Tesla dépassent les 650 km d'autonomie, si je ne m'abuse. Mais en tout cas, en cycle WLTP, ça veut dire qu'en conditions réelles, on fait de toute façon tranquillement un Lyon-Paris sans recharger, et qu'il nous en reste un petit peu à l'arrivée. Donc ça, c'est très bien, mais c'est certainement suffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que si on a entre 350 et 450 km d'autonomie réelle dans les conditions les moins favorables, on est bien. Il n'y a pas de souci, sachant que les réseaux se développent à une vitesse très très importante. Moi, je crois que l'enjeu de ces nouvelles batteries, c'est pas tellement l'autonomie, c'est plutôt le coût, la densité énergétique pour pouvoir déjà gérer des véhicules qui soient des gros véhicules, mais peut-être demain aussi être capable de produire des plus petits véhicules avec une batterie qui coûte pas très cher. Donc il y a un enjeu vraiment de coût du stockage qui, à mon sens, est central dans ces nouvelles cellules. Bien sûr, si on arrive à produire une voiture, on va dire, équivalente aux petites voitures du marché aujourd'hui, c'est-à-dire une Zoé, une Fiat 500 électrique, une Mini électrique ou une E208, avec réellement 300 km d'autonomie par 0 degré avec vent de face, c'est bon, on a gagné, quoi. On a gagné la partie. Parce que je pense que la plupart des consommateurs ne demanderont pas forcément beaucoup plus. Ouais. Effectivement, il y a cet aspect-là, et je pense que ça permettra à Tesla d'imaginer demain d'autres formats de véhicules. Et puis après, il y a quand même un enjeu pour Tesla. On parlait du processus de fabrication, c'est d'être capable de fabriquer des batteries à très grande échelle. Et a priori, ces batteries permettent aussi de faciliter ça et de grimper en volume de production. D'ailleurs, Panasonic a annoncé il y a quelque temps qu'ils allaient produire des cellules 4680 pour Tesla à partir de 2023. D'accord, donc Panasonic va produire des cellules 4680 pour Tesla, mais Tesla va produire aussi ses propres batteries 4680, ou est-ce que ça sera intégralement sous-traité à Panasonic? Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Tesla va produire aussi ses propres cellules. On n'a pas beaucoup d'informations. C'est vrai que, alors, on sait qu'il y a une ligne de production pilote qui a démarré depuis quelques temps déjà à Fremont. Et après, voilà, je pense qu'il va beaucoup s'appuyer sur Panasonic, puisque Panasonic a 2 projets sur les 4680. Il y en a donc un qui a été annoncé il y a quelques jours pour les États-Unis, qui sont en train de chercher les sites. Donc, je pense que ce sera pas trop loin d'usine d'Austin au Texas, où Tesla va fabriquer son semi et son pick-up. Et l'autre usine, elle sera directement localisée au Japon.
Alors, ce qui veut dire que peut-être que les 4680 serviront aussi à d'autres constructeurs. Donc on pourrait s'attendre à ce que ça soit une technologie qui devienne peut-être pas un standard, mais une sorte de standard équipant plusieurs marques. Très bien, c'est terminé pour aujourd'hui, je crois. L'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Automobile Propre, le podcast qui sera cette fois-ci une interview. À bientôt, salut.